Dans cette vidéo, nous allons voir un moyen de manipuler une base de données avec PHP et MySQL. J'ai choisi de vous présenter PDO, qui est un des moyens, qui est orienté objet, de manipuler les bases de données MySQL. Alors vous rencontrerez aussi les vieilles commandes de gestion qui commencent par MySQL underscore, donc MySQL connect, MySQL query, etc., qui sont maintenant déclarées obsolètes par PHP. Ou alors, vous avez aussi les commandes MySQL i connect, MySQL i query, qui elles sont pas obsolètes, qui fonctionnent assez bien, mais qui sont quand même de plus en plus remplacées par l'utilisation de PDO. On peut aussi utiliser ODBC qui permet de se connecter à une autre source de données, par exemple une base Access ou un fichier Excel. Alors je vais bien sûr partir du principe que vous savez déjà faire des requêtes SQL de base, et on ne va pas parler des concepts SQL. Alors, MySQL, rapidement, je pense que vous connaissez probablement, c'est un système de gestion de base de données. On peut l'utiliser dans la console, on peut l'utiliser en interface avec PHP-MyAdmin, ou alors on peut l'utiliser avec un langage de programmation, et par exemple PHP. Je rappelle aussi que PHP-MyAdmin permet de gérer l'administration de sa base avec une interface web pour la créer, pour créer des tables, pour les modifier éventuellement, pour même les remplir, faire des sauvegardes dans le format SQL ou bien d'autres formats. Donc revenons sur PDO et sur la gestion de la base de données. Alors la première chose à faire en PHP, c'est de se connecter à la base. Donc voilà comment on s'y prend. On crée un objet PDO avec en paramètre le nom de l'hôte qui héberge la base. Donc, par exemple, si c'est sur votre machine qui est à la base, alors à ce moment-là, l'hôte c'est localhost. Ensuite, le nom de la base elle-même, le nom de l'utilisateur, et puis le mot de passe. Pour l'encodage, donc char7, je vous conseille fortement de tout mettre en UTF-8. Alors attention, il ne suffit pas de mettre UTF-8 à cet endroit, il faut en tout cas que tout soit au même encodage. D'accord ? UTF-8 ou pas, il faut que tout soit au même encodage. Votre base de données, vos pages HTML, donc vos éditeurs HTML, vos scripts PHP et donc vos éditeurs PHP, votre objet PDO. Sinon, vous aurez inévitablement des problèmes, en particulier avec les mots qui comportent des accents. Et donc c'est l'UTF-8 que je vous conseille, c'est l'UTF-8 qui est le plus utilisé, ou de plus en plus utilisé en tout cas. Et puis, si vous utilisez une base avec PHP-MyAdmin, attention, parce que c'est pas en UTF-8 que l'encodage sera créé par défaut, donc il faut le modifier. Voilà comment on fait une requête de sélection. On a trois moyens relativement équivalents, je vous laisse juger, en tout cas dans tous les cas. On lance une requête et on parcourt les résultats dans une boucle. Je vous laisse regarder un petit peu les différentes syntaxes. Alors on a deux modes de parcours des résultats. Le premier avec l'attribut PDO fetchAssoc qu'on voit ici, et qui permet de récupérer les champs en les appelant par leur nom, donc dans un tableau associatif. Ici par exemple je fais row de nom et row de prénom, parce que les champs de la table dans la base, ou bien dans la requête, si on les a renommés dans la requête, sont nom et prénom. Je pourrais aussi utiliser fetchNum, et à ce moment-là, je dois récupérer les champs non pas par leur nom, mais par leur indice dans la requête. Donc 0 pour le premier champ, 1 pour le second champ, etc. Alors bien sûr, dans la vidéo, ça va peut-être un petit peu vite pour que vous puissiez étudier vraiment dans les détails la syntaxe de ce que je vous montre sur cette diapo et puis sur les suivantes. Mais je ne vais pas vous lire chaque commande dans les détails, ça n'aurait aucun intérêt. D'abord, vous pouvez mettre en pause si vous le souhaitez, et puis vous avez également la version PDF des cours pour revenir dessus si nécessaire. Et puis si la syntaxe PHP vous pose problème, vous pouvez aussi retourner au premier cours PHP de la série. Pour faire des requêtes qui ne retournent pas de résultat, on utilise la méthode exec. Donc, par exemple ici pour une requête update, mais c'est la même chose pour un insert, un delete, etc. Cette méthode, elle renvoie le nombre d'enregistrements qui ont été modifiés par la requête. Alors des petites choses qu'il faut savoir. Alors à l'issue d'une requête de sélection, vous pouvez connaître le nombre d'enregistrements retournés avec la méthode rowCount. Et puis à l'issue d'une requête d'insertion, cette fois, si vous avez une incrémentation automatique d'un identifiant dans une table, à ce moment-là, vous pouvez connaître le dernier identifiant créé avec lastInsertID, qui est une commande très utile. Un point intéressant pour faire une série de requêtes de façon efficace, c'est la précompilation. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'on fasse plusieurs fois, et même de nombreuses fois, des requêtes finalement équivalentes, avec simplement des paramètres qui changent. Par exemple, ici, on a un select from where classique, avec un identifiant et un nom dans le where.
Et je sais que je vais faire n fois cette requête avec des identifiants différents. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais compiler cette requête sur le serveur en mettant des points d'interrogation à la place des paramètres. Puis, quand j'exécute la requête pour de bon, je passe seulement les paramètres en question. Donc ici, dans un tableau qui contient l'identifiant et le nom. Ou alors une autre façon de faire, c'est avec la méthode bindValue. D'abord, j'annonce que le premier paramètre sera l'identifiant, et ensuite que le deuxième paramètre sera le nom. Et ensuite, j'exécute. Seconde façon de précompiler, avec des noms de variables à la place des points d'interrogation. Donc ici, je donne des noms de variables, 2.id, 2.name. Et du coup, à l'exécution, j'envoie plus un tableau simple, j'envoie un tableau associatif avec le nom du champ associé à la variable que je suis en train de lier à ma requête. Ici, name, id. Et puis, même chose pour bindValue. L'intérêt majeur, bien sûr, c'est d'intégrer ça dans des boucles. On compile une fois, on exécute n fois. Et c'est là qu'apparaît l'intérêt de la méthode bindParam que je vous montre ici, qui permet de lier non pas une valeur, mais carrément une variable. Donc ici, on dit que le champ name, donc 2.name de la requête, sera toujours lié à la variable $name. Et ensuite, on fait notre boucle sur la variable name, qui change donc évidemment de valeur à chaque itération de la boucle. Et donc à chaque exécution de la requête avec la méthode execute, la variable name a une valeur différente, le lien est différent, et la requête est différente. Ici, c'est un exemple avec une requête insert, mais ça fonctionne pour des selects ou bien d'autres types de requêtes. Et puis enfin, on termine avec les transactions. Alors, vous connaissez le principe des transactions. On ouvre une transaction, tant qu'on ne l'a pas fermée, il est possible d'annuler les requêtes effectuées. Alors, on ouvre cette transaction avec la méthode beginTransaction, puis on exécute bien autant de requêtes qu'on souhaite. Et ensuite, on valide avec la méthode commit. Mais si quelque chose s'est mal passé, par exemple avec un déclenchement d'exception ou alors avec un utilisateur qui a changé d'avis, on peut annuler la transaction avec la méthode rollback. Et de la même façon, si on ouvre une nouvelle transaction avec un nouveau beginTransaction sans avoir fermé l'ancienne, à ce moment-là, on l'annule automatiquement, la première. Pour conclure, alors je vous rappelle quelques fonctions que j'ai déjà présentées dans une vidéo précédente et qui peuvent être utiles dans le cadre de la manipulation d'une base de données. En particulier les fonctions d'échappement des caractères. C'est assez important d'utiliser la fonction MySQL Escape String par exemple avant d'insérer des données dans une base de données, surtout si c'est l'utilisateur qui a fourni ces données, par exemple à travers un formulaire. Et en particulier, ça c'est pour des raisons de sécurité. Mais ce sera le sujet d'un autre cours et d'une autre vidéo.